Alors, pour vous raconter un peu, il y a quelques années, que je dise pas de conneries, c'était vraiment début 2000, je bossais pour DVD-Rama, si vous avez Mhm. connu DVD-Rama. Donc, je faisais quelques critiques, quelques articles dans DVD-Rama. Et à l'époque, j'avais travaillé sur Major Dundee, grand classique de Peckinpah. Je m'étais fait plaisir là-dessus. Das Boot, je me rappelle de Peterson également. Quand il sortait en DVD, c'était une révolution à l'époque, hein, faut pas l'oublier. Et je crois que j'avais dû faire un dossier, ah oui, sur Alexandre de Oliver Stone, qui n'est pas son meilleur, mais bon, comme ça faisait quelques années qu'on l'attendait sur un film un peu d'envergure, puis c'était son Mhm. projet, hein, Alexandre. Mhm. J'avais fait un article où je clamais mon amour d'Oliver Stone, puisqu'à l'époque, j'adore Oliver Stone, et puis Alexandre est un personnage historique qui me fascine. Donc, je tenais à faire l'article dessus. Aujourd'hui, je reviendrai un petit peu là-dessus. Le film a un petit peu vieilli quand même. C'est pas le meilleur d'Oliver Stone. Bon, j'aime beaucoup Colin Farrell, hein. J'adore Colin Farrell, donc je lui pardonne tout à Colin Farrell. Quelle est l'histoire de Bubble Pop en fait? Alors, je vais vous raconter rapidement, on va Ouais. dire grosso modo. Alors déjà, Bubble Pop, c'est qui? C'est deux personnes. C'est Rania, ma femme, avec qui j'étais au téléphone quand vous avez appelé. Et puis moi-même, voilà. Donc on est deux passionnés, on est mariés, on a créé la société ensemble. Et puis c'est deux passionnés qui adorent le cinéma et la musique. Voilà, parce qu'il y a une double casquette. Pop vient de la musique, mais également du côté pop, culture pop. Voilà, c'est dans Mhm. les deux sens. Rania est la gérante aujourd'hui, c'est elle la big chief, on va dire, hein. Malheureusement, elle est en rendez-vous professionnel à côté, donc c'est pour ça que c'est moi qui gère aujourd'hui. Et puis je crois qu'on voulait parler aussi de Stangry. Donc comme c'est un projet que moi j'ai géré, Rania m'a dit, bah écoute, t'es le commercial, tu parles bien, il n'y a pas de souci, et puis tu parleras de Stangry dans la foulée. Voilà, ça marche comme ça. Donc Bubble Pop, c'est quoi? Ben, c'est quand même deux passionnés qui, depuis plus de 20-25 ans, aiment le cinéma. Comme je vous le disais, j'ai fait quelques chroniques pour DVD-Rama à l'époque. Et il y avait le magazine de Columbia. Ils avaient sorti un petit magazine, je me rappelle à l'époque, de DVD. J'avais fait d'ailleurs une critique de Laurence d'Arabie. Chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Je n'oublierai jamais cette sortie DVD de Laurence d'Arabie. C'était un événement à l'époque, hein. Ouais. Aujourd'hui, on se dit, ouais, ben non, je l'ai gardé d'ailleurs, il vaut plus rien, mais je m'en fous, je le garde. Ah, mais j'ai même réussi à récupérer, vous savez, quand on a acheté à l'époque le film, il y avait la galette transparente du troisième DVD de Laurence d'Arabie Mhm. et qui était dans le supplément magazine de DVD. Je ne sais plus comment ça s'appelait le magazine. Bah, Des c'est pas- Vision. C'était Division, voilà, DVD Vision. Et j'ai racheté pour avoir la troisième galette. Donc je l'ai gardé pour ça, le côté collectionneur. Voilà. Donc voilà, il y a cette passion-là. Mhm. Ce que je peux vous dire également, c'est que j'ai grandi avec le Western Spaghetti. Je suis un enfant du Western Spaghetti et j'avais travaillé à l'époque avec Jean-François Giré de Sidonis, vous devez connaître Jean-François, sur son deuxième volume du Western Spaghetti, donc sur son encyclopédie. Et j'avais rédigé à l'époque la partie consacrée au Zapata Western, puisque j'étais un fan absolu du Zapata Western, Compañeros, Tepepa, La Révolution, bien sûr, hein. Voilà, donc j'ai grandi là-dedans. J'ai fait ce bouquin avec Jean-François à l'époque. Enfin, on était une dizaine à avoir été co-auteurs. J'ai fait deux festivals à Strasbourg en 2003. J'ai fait une rétrospective Western Spaghetti. On avait fait venir Giulio Petroni à l'époque. Et puis en 2015, pour la sortie de 2005, pardon, la sortie de Peter Jackson, le King Kong, on avait fait une sortie Monde perdu. Donc on avait en partenariat avec le Cinéma Star, Star Syntex, le Vox. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Strasbourg. On avait ressorti avec Stéphane Lips, le programmateur, Les Vikings de Richard Fleischer, Excalibur de John Borman, King Kong. On avait fait même un ciné-concert du King Kong de Sean Cooper, donc avec les percussions dans la salle. C'était génial, super ambiance. Ça, c'était en 2005. Et puis après, j'étais papa, donc c'était un peu plus compliqué de gérer la passion et la vie de père, on va dire. Mais j'ai toujours gardé un petit attrait. Et en 2009, je suis parti à Rome pour faire quelques reportages. Donc, j'avais rencontré à l'époque la femme de Corbucci, qui nous avait accordé une petite interview remarquable avec des belles photos promotionnelles d'époque des films de Corbucci. J'avais rencontré également euh, Cinéma Paradiso, le réalisateur, rappelez-moi, Tornatore. On avait rencontré Tornatore. Et puis, on avait rencontré, une super compositrice de musique, contemporaine à Morricone, mais j'ai oublié son nom, une femme compositrice de musique qui avait fait, elle avait joué un morceau de piano, on avait chanté autour de son piano. Enfin, c'est une superbe ambiance, bon enfant. Donc voilà, quand je vous en parle, c'est pour vous dire, ça fait partie de notre ADN, ce côté, on rencontre des gens, on partage des passions. Voilà, donc j'ai grandi avec ça. Et puis en 2017, il y a eu ce grand chamboulement qui a été la rencontre avec Jean-Pierre Vasseur. Vous connaissez Jean-Pierre, bien Mhm. évidemment. Et puis Jean-Pierre venait de se lancer, ça faisait quoi, 2-3 ans, je crois, qu'il avait lancé Rimini Édition.
Et Jean-Pierre sortait à l'époque Tire encore si tu peux. Et j'avais justement cette interview de comment il s'appelle le réalisateur de Tire encore si tu peux. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc je lui avais vendu mon bonus et j'avais dit Jean-Pierre, si tu peux nous aider, moi je suis passionné de cinéma, je serais d'accord de bosser avec toi. Donc depuis 2017, nous accompagnons Jean-Pierre et Édition Rimini sur les bonus audiovisuels de ces films. Certains, hein, on a en moyenne on a entre 5 et 10 films avec Jean-Pierre. Et par exemple, toute la saga des Samuel Bronston, le Cid, les 55 jours de Pékin, la chute de l'Empire romain, Sous le plus beau chapitre du monde, tous les mediabooks, c'est nous qui les avons réalisés, les bouquins, la rédaction, l'interview. On avait même pu avoir l'interview à l'époque sur le site de cet acteur anglais. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc c'est nous qui gérions tout, avec Jean-Pierre. Puis de fil en aiguille, avec Jean-Pierre, il y a une confiance qui s'est construite et puis une reconnaissance, parce que c'est-à-dire qu'il nous donnait carte blanche quand on voulait. Par exemple, là, vous allez avoir la primeur de 1984 bientôt, que Jean-Pierre va sortir. Et Jean-Pierre m'a dit, écoute, essaye de me trouver quelqu'un. Puis je vois, Michael Radford habite à Londres. Donc, allô, Michael. Bah oui, ok, venez. Alors, on est allé voir Michael Radford à Londres. Et Jean-Pierre a débloqué un petit budget parce que c'est quand même assez intéressant de pouvoir avoir ce type qui nous raconte ce parcours, qui a un très beau parcours en plus. Il nous dit, j'avais aucune légitimité, mais on s'est positionné parce que personne n'avait pensé à faire le film à l'époque. Voilà. Et puis, c'était Bronson, le patron de Virgin, qui avait produit le film à l'époque. C'est pour ça que les Eurythmics se sont retrouvés dans le film, puisqu'il fallait des pop, justement, à cette époque-là. Voilà, donc Jean-Pierre nous a fait confiance, puis petit à petit, on a accompagné, on a vu, on a adoré ce qu'on faisait avec Jean-Pierre. Et à un moment, je pense que vous connaissez ça, quand vous le faites pour les autres, à un moment, vous dites, ça peut être sympa de le faire pour soi-même, quoi, voilà. Et puis, il y avait des positions, c'est-à-dire que Jean-Pierre est très méticuleux, lui, il veut le côté très analytique. Et ça, c'est une chose qui diverge par rapport à Jean-Pierre pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'anecdote. Moi, j'aime les histoires. Moi, je suis un conteur, j'aime qu'on me raconte une histoire. Ça m'intéresse quand c'est un chef opérateur du film qui va me raconter ce qu'il a fait, ou quand c'est le réalisateur. Mais alors, l'historien qui va t'expliquer ce qu'il a vu dans le plan, ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà. Même si parfois, j'aime bosser. Alors, on bosse souvent avec les mêmes, que ce soit Jean-Baptiste Toré, que ce soit Samuel Blumenfeld ou Jacques Demange. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Jacques Demange, avec qui on bosse, parce que c'est des passionnés et quand ils racontent, il vous permet de recontextualiser. Ils ont cet art de pouvoir recontextualiser, ce qui vous permet d'avoir une vision un peu plus globale par rapport au film. Ça, j'aime bien. Mais bon, le côté analytique, ça joue avec la personnalité du journaliste. C'est subjectif. C'est subjectif, voilà. Et en ce qui me concerne, pour moi, en l'occurrence, ce que j'aime, c'est vraiment d'aller trouver des histoires sur le tournage, des histoires sur les difficultés. Par exemple, je vais vous parler on parlait de Western Spaghetti tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de El Chuncho, mais El Chuncho, vous connaissez le western de El Chuncho, c'est quand même un producteur de pâtes qui avait du fric en trop. On lui a dit, investis dans un western. Alors, il a investi dans un western. Le western, on va chercher, je crois que c'était Solinas, le scénariste à l'époque, le scénariste le plus gauchiste qui soit, qui donc fait un scénario gauchiste sur un film capitaliste. Et là-dessus, vous rajoutez à Damiano Damiani qui fait ce film-là parce qu'il se dit qu'il y a un coup à jouer et ça donne ce chef-d'œuvre assez inattendu d'un film qui cartonne et qui est le film le plus, j'ai envie de dire, le plus socialiste du western spaghetti, quoi. Mais pourquoi? Parce que quand vous discutez avec Solinas, à l'époque, on avait parlé avec lui, il disait faire un film engagé politique, on sait que c'est 200 000 personnes. Par contre, faire un western spaghetti où il y a des millions de gens qui vont voir, mais peut-être que mes messages seront peut-être un peu mieux perçus et toucheront un peu plus de monde. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est des histoires qu'on aime. Voilà, c'est intéressant de remettre ça. Ouais. Et ça, c'est notre ADN. Voilà, notre ADN, c'est vraiment de dire, on va aller chercher des petits témoignages. Alors parfois ça marche moins bien parce que parfois les personnes, quand vous êtes face à elles, elles ont moins à dire. Mais moi, alors, je l'expliquais. Moi, j'ai grandi avec les auteurs antiques. Quand j'étais étudiant, j'aimais bien lire les auteurs antiques. Et puis, un auteur qui m'a marqué, c'est Hérodote. Vous connaissez peut-être un peu Hérodote, classique de la littérature grecque. Et l'idée d'Hérodote est toujours restée en moi. Pour moi, ça fait partie de l'ADN de l'être humain. Ce mec-là, à l'époque, il est né, je crois, 30 ans après les guerres médiques entre les Grecs et les Perses. Il se dit, tiens, ils sont tous en train de mourir, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher des témoignages. Parce qu'il s'est dit, un jour, il n'y aura plus personne pour raconter ces histoires. Et c'est là qu'est née les histoires d'Hérodote.
Et j'ai trouvé que cette idée était géniale. Parce que on a toujours ça aujourd'hui. Malgré les supports qu'on peut avoir, bah, quand la personne est morte, ben, vous n'aurez plus jamais la possibilité. Donc, j'ai toujours eu ça dans mon ADN, d'aller rencontrer les témoins de l'époque. C'est ce que j'avais fait sur le site avec cet acteur anglais que je t'ai interviewé en disant, bah, raconte-nous comment tu as vécu ça. Alors, parfois, il nous sort une information géniale, il nous recontextualise. Bah, je l'avais fait pour le John Milius Dillinger que j'ai sorti pour Jean-Pierre l'année dernière. C'est pareil, c'est une autre histoire qui est magnifique parce que on avait interviewé Steve Canali. Vous avez grandi, je vois l'âge que vous, enfin, je suppose là ce que vous avez dû connaître Dallas. Donc, Oui. Dallas, bah, c'était le frère bâtard, Steve Canali. C'était, j'ai oublié Reps, je crois qu'il s'appelait Reps, le personnage. Donc, il y a JR, il y a Bobby et il y a le frère bâtard. Voilà, bah, c'est Steve Canali. Voilà. Et donc, quand on est gosse, on se rappelle de Steve Canali. Mais surtout, quand vous regardez les premiers films de Milius, il est dans tous les films. Il est dans Dillinger, il est dans Le Lion et le Vent, et on le retrouve, je crois, également dans son film de surfeur. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une histoire. Puis en fait, quand vous grattez, vous découvrez que il a fait le Vietnam. Il était dans une compagnie aéroportée d'hélicoptères, si ça vous dit quelque chose, hein. Et puis fan d'armes. Et il a rencontré John Milius. Et c'est comme ça que les deux ont écrit le scénario d'un film mythique que vous connaissez, qui s'appelle Apocalypse Now. Voilà, c'est toujours une histoire toute conne. Les mecs se rencontrent sur un stand de tir, parce que les deux étaient un peu frappadingues d'armes. Puis John Milius se dit, bah, tiens, parle-nous de ton expérience au Vietnam. Et c'est comme ça qu'est né, à travers des anecdotes, et puis qu'ils ont pu travailler. Voilà. Mais comment ce mec, qui pour nous est devenu un mec complètement secondaire, eh ben, a pu contribuer à une œuvre majeure de l'histoire du cinéma mondial, j'ai envie de dire, bah, c'est Steve Canale. Et puis j'ai galéré, j'ai essayé de rentrer en contact parce que je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant qu'il en parle. Et puis bah, il a accepté le jeu, donc il nous a fait une interview. Il était, en plus, il était tellement adorable qu'il a répondu à Dillinger. Et pendant un mois, j'ai correspondu avec lui sur d'autres questions. Je lui ai posé des questions sur d'autres films. Il s'est prêté au jeu. Puis quand vous grattez un peu, bah, vous découvrez que, eh ben, à côté de ça, il continue à bosser avec des étudiants parce qu'il pense que dans sa philosophie, il faut accompagner les jeunes pour leur permettre d'avancer. Donc, il y a une belle philosophie. Et puis, il a rappelé un truc qu'on ne pense pas, nous, en tant que cinéphiles, mais qui est très important. Il me dit, bah, tu vois, Dallas, je ne remercierai jamais assez Dallas. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, bah, parce que quand je faisais mes films avec Milius, bah, tu as un cachet de temps en temps, mais il faut payer, il faut bouffer le reste de l'année, quoi. Et c'est Milius qui lui dit, écoute, mets-toi dans la télé, essaye de trouver des rôles dans la télévision parce que c'est récurrent et ça te permet de bouffer. Et quand il a fait Dallas, et ben là, ça a été le jackpot. Et là, Steve Canale te balance la phrase sentence qui te remet l'église au milieu du village. Il te dit, eh ben, si j'avais pas eu Dallas, j'aurais jamais pu m'acheter ma maison. Voilà. Dallas m'a permis de me payer ma baraque et de pouvoir avoir une vie familiale avec mes enfants. Mais c'est bien parce que ça permet un peu de revenir, de relativiser. Donc c'est bien qu'un mec comme ça parle de son point de vue, donne son expérience. Et après, il te raconte que bah, tous les seconds rôles, ils ont tous la même problématique dans Hollywood, c'est bah, ils cachetonnent et qu'il faut aller chercher les cachetons. Et de temps en temps, bah, il avait un copain, tiens, bah, je joue dans tel épisode de Dallas parce que si je peux te faire jouer, bah, c'est peut-être, je sais pas combien c'était à l'époque, 20 000, 30 000, 50 000 dollars, et puis ça lui permettait de bouffer pendant 3-4 mois, voilà, et ainsi de suite. Et entendre ces gens en parler, ça nous permet un peu de désacraliser cette espèce de temps cinéma hollywoodien et de rappeler que le quotidien des mecs, pour 99% des cas, c'est comment on bouffe. Voilà. Ouais, c'est les petites histoires derrière les grandes. Et puis, ce qui est bien avec ce genre de contenu, ce qu'on appelle communément des making-of rétrospectifs, Oui, qu'on sort en plus de la période promo. Et donc, on a un petit peu moins de langue de bois. Et on a exactement. effectivement plus de facilité. On se dit, bon, allez, c'est bon. Ça fait longtemps. Je Et peux encore, balancer des trucs. les Américains, on sent les différences en fonction des pays, hein. Les Américains restent toujours très prudents. Donc, ils vont être plus sur le silence s'ils ont des choses à reprocher. Par contre, quand ils aiment, ils le diront aussi. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais pour moi, les plus belles interviews que j'ai vécues jusqu'à présent, c'est les Australiens. Les Australiens sont exceptionnels. Ils sont patients, ils prennent le temps de vous recevoir, ils vous écoutent, même mieux, ils vous invitent à la maison. Donc là, si vous avez l'occasion dans votre vie d'interviewer des Australiens, faites-le, ils sont géniaux. C'est un vrai bonheur. Alors, ben, pour dire, on est devenus potes, c'est un peu l'expression que j'ai envie de dire, gentiment, avec Bruce Beresford, que vous connaissez. Hein, il nous a reçus à Londres il y a 2 ans, grâce à Jean-Pierre.
et sur le film Breaker Morant, et Bruce se dit, bah, on reste en contact, tu viens à Sydney, tu m'appelles, et puis on ira manger ensemble, tu viens à la maison s'il faut. Je dis, bah, bien sûr, Bruce, je t'en prie. Et il nous avait mis en relation avec, comment s'appelle l'acteur qui joue dans Cocktail, l'acteur australien? Brian Brown. Bravo, Brian Brown. Et on a eu l'interview de Brian Brown grâce à Bruce Beresford, qui nous a mis en relation directement avec Brian, qui est très sympa lui aussi. Alors après, faites une interview avec Brian, vous allez rigoler, hein. Parce qu'il met, l'ordinateur sur les genoux, puis il discute, et puis l'ordinateur il bouge. Ça tangue un peu, hein, voilà. Mais ça fait partie du folklore australien, voilà. Alors, pour finir avec ce gros tour de présentation, Ouais. ce nom de Bubble Pop, pourquoi ce nom et pourquoi cette orthographe particulière? Parce que Alors, si les gens ne l'ont pas non, repéré, Bubble, ça sonne comme Bubble comme en anglais, mais le voilà. E et le L sont Alors, bon, alors il y a plusieurs histoires. La première, ben, on joue bien sûr sur Bubblegum. Mhm. Voilà, on a une casquette comme marketing. On vient de ce milieu-là. Voilà pourquoi. Donc, on a joué aussi sur un nom qui peut sonner d'un point de vue communicant et marketeur. Voilà. Et pourquoi Bubble? Ben, tout simplement, quand vous êtes référenceur et que vous faites du digital, ben, il y a toujours ce qu'on appelle le nom de domaine. Et Bubble, ça existait déjà. Donc, on a dû inverser pour pouvoir garder le nom Bubble. Voilà. Et en fait, c'est très drôle parce qu'en France, les mecs, c'est quoi? Bubel? Oui, c'est ça, Bubel. C'est Bubel. C'est plus simple. Voilà. Mais c'est Bubble comme francisé. Voilà, grosso modo. C'est ça. Et Bubble Pop, pourquoi Pop? Parce que ben, c'est notre ADN. On a décidé de. Ben, moi, j'ai 53 ans. Rania en a 43. Donc, on est né sur les années 70-80. On a grandi avec cette culture pop, hein, vraiment, on est à fond dedans. Mm. On s'est dit, c'est notre ADN à nous. Et puis, en plus, je pense aussi qu'en termes de cinéphilie, bah, on est plus sur un public cinéphile qui s'intéresse à cette période-là que les années 50-60. Même Jean-Pierre me disait que c'est les films noir et blanc, aujourd'hui, ça devient difficile à vendre. C'est triste, hein, parce que moi, j'ai aucun problème à regarder un film noir et blanc, mais bon, malheureusement, c'est la vérité. Vous êtes deux cinéphiles. Oui. Et quel type de home cinéphile êtes-vous? Est-ce que le produit physique, il y en a beaucoup? Est-ce que Alors, comme consommateur, bonne question. Je me fais souvent engueuler parce que j'en achète un peu trop, voilà. De temps en temps, j'ai même une réprimande en me disant hey, tu te calmes un peu sur les achats, voilà. Mais je pourrais pas dire en moyenne. Si je fais une moyenne, parce qu'il y a des mois on va pas en acheter, puis il y a des mois on va en acheter 10 par exemple, hein, voilà. Mais on est sur une moyenne, je pense, entre 5 et 10 films par mois, voilà. Tout confondu, hein, tout confondu. Et neuf comme occasion, hein, je précise aussi. Voilà. Après, il y a aussi, comme on a des réseaux, on connaît un peu les gens, de temps en temps, on nous en offre aussi, ça aide aussi, hein, bien évidemment. Hein. Voilà. Mais par exemple, là, je parle de la concurrence, mais un des plus beaux objets dont j'étais très fier d'acheter il y a quelques années, c'était The Game de Fincher. oui, J'ai adoré cette édition, j'étais très fier de l'acheter. Voilà. Voilà. Après, je sais aussi que dans le public français, il y a beaucoup de gens qui sont très attachés au côté, parfois l'objet en français, marqué en français et tout. Mhm. Moi, j'ai pas de problème à acheter des films à l'international avec des éditions anglaises, américaines, japonaises. Par exemple, Rania est fan de Carol, le Mhm. film Carol avec Kate Blanchett de Todd Haynes. Eh bien, on a réussi à trouver en édition japonaise le vinyle de la BO du film avec un format un peu particulier. C'est pas un vrai 33 tours, c'est bizarre comme truc. On était très contents de l'acheter parce que la musique est magnifique en plus. Voilà. Là, je me suis pris la taupe en édition anglaise en 4K. Si jamais vous êtes collectionneur, achetez-la. C'est un objet magnifique. C'est une sorte de Bible. Et il y a un tiroir caché pour jouer sur le côté agent secret. Hein. Dedans, vous avez des photos, une pellicule, je crois, le bouquin, et puis à l'intérieur, vous avez le film normalement. Mais ils ont joué sur un objet avec une trappe cachée. C'est intelligemment pensé, je trouve. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est des objets que j'ai achetés. J'ai acheté le Samouraï dernièrement. Ça fait plaisir en coffret avec le vinyle. Voilà. Ok, ouais. On est sur des objets collector comme des objets plus classiques. Voilà. On va en venir un petit peu à votre actualité Oui. qui démarre avec ce Stay Hungry. Alors déjà, pourquoi ce titre? Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi Stay Hungry? Ben là, on va rendre à César ce qui est à César. À l'époque, c'était au Popcorn, Franck Brissard, avec qui on communiquait un peu, parce qu'il faisait toujours de très beaux articles sur nos travaux. Il soulignait toujours l'effort qu'on faisait. Donc, j'avais pris contact avec Franck, puis on échange. C'est un collectionneur, c'est un passionné. Et il me parle de Stay Hungry. À un moment, il me dit, tiens, je l'ai trouvé en import. Franchement, il y a un potentiel. Renseigne-toi, regarde. J'ai dit, OK, pourquoi pas. Puis j'ai regardé le film. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était une œuvre charnière. C'était un grid, tout simplement,
dans l'histoire du cinéma hollywoodien, c'est un film qui est charnière. Pourquoi? Parce que on est sur la fin du Nouvel Hollywood. On est sur un des derniers films de Bob Rafelson qui, même s'il n'a pas marché, a encore une patte et une reconnaissance artistique, on va dire. On a l'émergence de 3 acteurs extraordinaires. Jeff Bridges, qui est un acteur fabuleux. On ne présente plus Jeff Bridges. C'est le premier film de Sally Field, qui, qui sort de la télévision, qui était une star de la télé, mais qui ne l'est pas encore pour le cinéma. Mm. Puis on a la naissance, comme le dit les bonus, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais non, vous n'avez pas encore vu les bonus. C'est la naissance du mythe de Schwarzenegger, puisque Schwarzenegger, qui est déjà millionnaire à l'époque, hein, dans le domaine de la muscu, commence sa carrière et se façonne, commence à présenter. Alors, il a fait Hercule à New York, qui est une bouse infâme. Enfin, il y en a qui aiment, mais bon, moi, voilà, ça n'a aucun intérêt. Respect à notre cher ami De Laurentiis, mais bon, c'est pas le meilleur des films. Je crois que c'est De Laurentiis, hein, qui avait fait Hercule à New York. À vérifier, mais je crois. Mais bon, c'est pas le meilleur de ses films. Et là, quand vous le revoyez, vous le regardez, vous dites, mais on sait que c'est pas le meilleur des acteurs, mais il se donne à fond, il y a une composition, il s'applique, et on voit déjà le devenir de Schwarzenegger. Donc voilà pourquoi on s'est dit, faut travailler sur Stanley, parce que c'est une pièce intéressante sociologiquement, cinématographiquement à revoir. Voilà. Et puis bon, vous reprenez également, les acteurs sont tous des acteurs pop, puis on parle de Robert Englund, qui joue dedans aussi, hein, c'est la naissance de Freddy, donc il y a quand même beaucoup d'icônes réunies dans ce film-là. Donc on est dans toujours cet ADN pop en devenir. Il y a des carrières qui sont en train de fleurir. Voilà. Et puis, dernier détail, comme vous l'avez dit, il n'était jamais sorti en Blu-ray. Donc, on s'est dit, voilà, une œuvre intéressante qui mérite d'être éditée sur un marché où les gens sont assez exigeants et on va chercher une rareté, quelque chose d'assez exceptionnel. Et alors, de là à en faire carrément un collector. Alors, ça, c'est l'ADN de Bubble Pop. Là, vous l'avez défini. On parlait d'acheteurs. On a décidé aujourd'hui que les gens en veulent pour leur argent, ce qui est compréhensible. Hein, on est sur un marché de niche. Donc, nous ne travaillerons que sur des films collector. Alors, on refera, parce qu'il faut penser à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et la marque de fabrique de Bubble Pop, ce sera toujours des objets collector. D'accord. Oui, parce que bon, il y a toujours cette histoire du DVD, du Blu-ray, les combos. Il y en a qui disent, mais je ne veux pas du DVD ou je ne veux pas du Blu-ray, etc. Donc, voilà. Il y a toujours ces premiers tirages un petit peu collector. Mais certains attendent désespérément parfois que le film ressorte à l'unité, soit en DVD, soit en Blu-ray. On le fera peut-être, c'est à réfléchir, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, là, vous avez le DVD et le Blu-ray dedans. Hein. Vous avez les deux, de toute façon. Mais l'approche, la marque, c'est vraiment, vous en avez pour votre argent. Il y a un bel objet avec un vrai travail. Là, on sait vraiment, Stanley, vous allez voir, j'ai reçu hier les premiers exemplaires, ils viennent d'arriver, donc il faut maintenant les distribuer, tout ça. Vous êtes sur un bouquin avec 100 pages. Alors ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. Ça me chagrine toujours. Quand on a des critiques, on parle des bonus audiovisuels, on parle jamais des bouquins. C'est quelque chose qui me chagrine. Non, mais je me dis, mais merde, c'est un travail colossal, c'est encore plus dur que le bonus audiovisuel. Et puis, c'est quand même la différence en termes d'achat. C'est-à-dire, on n'est pas sur une galette, on est sur un objet avec des belles photos, un travail iconographique de recherche. Et je peux vous dire qu'on galère sur les impressions pour avoir un rendu. Et le livre, pour moi, c'est une plus-value qui est inestimable. Alors, Jean-Baptiste Toré disait, oui, mais le problème, c'est que parfois, les gens veulent avoir juste le bouquin. Donc, il a raison. Peut-être qu'à un moment, il faudra se positionner pour rééditer juste le petit bouquin, un petit fascicule qu'on fait en édition simple. Ça peut être une solution à réfléchir par la suite. Mais pour moi, le livre a un vrai travail. Il y a un travail de recherche, d'analyse, de rencontre. Voilà, donc il y a un beau bouquin, des photos, des recherches iconographiques assez intéressantes. Et puis là, on s'est fait plaisir aussi, puisqu'on est allé à Los Angeles rencontrer Joanna Cassidy. Toujours sur ce livre, donc on est sur un mediabook. Là aussi, il y a beaucoup d'écoles différentes, parce que le livre est attaché dans le boîtier. Alors, attaché, pas attaché, qu'est-ce qui motive la décision à votre niveau en tant qu'éditeur? Alors, c'est une bonne question. On avait travaillé avec Jean-Pierre dans les débuts, en 2018, sur les Vikings. Un premier gros projet à Jean-Pierre avec. Et en fait, le problème qu'il y a eu avec les Vikings, qui n'est pas un problème, on le reçoit, c'est que ça coûte cher. Ça coûte très cher de faire une édition avec un bouquin détaché, le boîtier, le coffret. D'ailleurs, on a travaillé sur L'Homme Tranquille avec Jean-Pierre également. Pareil, le bouquin, c'est nous qui l'avons fait à l'intérieur. Dès que vous détachez, vous êtes déjà sur un coût différent avec le boîtier, tout ça, c'est des coûts de fabrication.
Et là, je peux vous dire que dans le métier d'édition vidéo, il y a le côté passionné, Mhm. il y a aussi le côté apothicaire, on calcule les centimes, les coûts d'achat, les coûts de machin. Et puis, un truc tout bête, mais dans une édition avec papier, vous avez le coût du papier et du carton, Mhm. avec la fluctuation qui Mhm. varie en fonction. Et la crise du Covid et la crise de l'Ukraine a fait que le prix du carton a pu flamber ces 2, 3 dernières années. Alors, il était retombé un peu en 2003, mais là, il est en train de remonter en 2024. Donc, parfois, je peux vous donner un exemple. Le prochain titre, Recherche Suzanne, entre un devis en décembre 2023 et cette année, on a fait 2 euros de différence sur le produit fini. Mhm. C'est-à-dire que soit 1000, 1500 ou 2000 exemplaires, vous avez un différentiel de 4 à 5 000 euros. Et Mhm. sur un produit comme celui-ci, c'est énorme. Ça se ressent sur la Ouais. fabrication. Donc c'est pour ça que parfois on choisit. Moi, en tant que passionné, je trouve que le fourreau avec un livre dedans, le truc à côté, c'est très élégant. Mhm. C'est très beau. Mais c'est pas le même prix. Donc pour Stay Hungry, parce qu'on ne connaît pas le potentiel du marché, on se lance aussi, hein, on découvre, le Mediabook nous a paru un bon compromis, on va dire. D'accord. Et combien d'exemplaires pour Stay Hungry? Et pour Stay Hungry, on est à 1500 exemplaires. 1500 exemplaires. Quel est le budget pour sortir un film comme ça, aller justement le tournage pour les bonus, récupérer les droits, le bouquin, le packaging, le façonnage, tout ça? Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de... Oui, moi, je pense pas que ce soit secret. Est-ce que les confrères en parlent? C'est pas la première fois que vous posez la question. Parfois difficilement, alors on se dit tiens pourquoi? Pourquoi c'est si secret? Mais c'est vrai que on a beaucoup de réactions sur les réseaux de consommateurs qui disent ah on est des vaches à lait, etc. Et c'est vrai que j'essaye un petit peu de démonter ces idées reçues et de montrer dès que je peux et d'avoir des informations sur ce que ça coûte en fait réellement derrière et du temps que ça demande, de l'investissement que ça demande et que ce soit personnellement ou financièrement. Oui, alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cas de Stay Hungry, Mhm. il y a un parti pris qu'on a. Nous sommes allés à Los Angeles. Alors, en fait, on a décidé l'année dernière, c'était en 2023, parce qu'on va sortir dans un mois, Recherche Suzanne désespérément. Je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, on sortira. On va en parler après. Voilà. Donc, on les sort. Mais par contre, pour optimiser, nous avons fait le tournage des 2 bonus des 2 films Mhm. l'année dernière sur 10 jours. Donc, on a Mhm. passé 4 jours à New York, où nous avons rencontré Suzanne Seidelman pour Recherche Suzanne, la directrice, la réalisatrice. Et après, nous sommes allés à Los Angeles pour rencontrer Rosanna Arquette, Joanna Cassidy et Sarah Pillsbury. Et coup de bol, une semaine avant de partir, on apprend que Todd Haynes était invité à Beaubourg et Ed Lachman était présent pour rendre hommage à Todd Haynes. Donc, nous avons pu interviewer à Paris, donc notre cher ami Ed Lachman qui nous a fait une leçon de cinéma. C'est un type passionnant à écouter. Voilà. Mais par contre, on est du high level. Hein. Là, faut suivre hein, quand même. Hein. C'est un chef-op qui parle. Hein. Donc voilà. Donc quand vous partez à Los Angeles, vous partez à 3 parce qu'il faut quand même un minimum d'équipe. Vous emmenez pas le matériel, donc vous louez sur place. Mhm. Voilà. Donc à New York, on a loué un peu de matériel et encore, on s'en sort pas trop mal. On en avait pour $1000. À Los Angeles, on a loué pareil, $900, parce qu'on a pu s'organiser en fonction des lieux. Vous emmenez le technicien avec vous qui filme avec vous. Vous avez des déplacements pour nous, puis bien évidemment les billets d'avion, les vols en interne. Donc, c'est un coût qui nous a coûté près de 15 000 euros pour faire juste ce tournage-là. Donc, Rien ça que les bonus. impacte. Et après, quand vous essayez d'avoir des aides, parce que heureusement, CNC joue le coup de l'aide, ils sont adorables, c'est un vrai plaisir de bosser avec eux, mais ils vous disent, je suis désolé, on ne peut pas payer vos billets d'avion. Et voilà. Ça, c'est aussi à prendre en considération. Donc, c'est des risques qu'on prend par rapport à ça. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, un projet en fonction de... déjà, il y a l'écriture, il y a le Mhm. maquettage, Mhm. il y a les coûts d'impression, il y a le tournage, il y a le montage, il y a les déplacements, comme je vous l'ai dit, il y a la restauration, parce que quand vous faites vous payez pour l'équipe également, voilà. Eh bien, vous avez des droits. Vous achetez des droits à la MGM ou à Paramount, les partenaires avec lesquels vous bossez. Eh ben, ça peut aller de 20 à 50 000 euros de budget. Voilà Mhm. un petit peu les tarifs que vous pouvez avoir sur un coût de production. D'accord. Pour Stay Hungry, c'est un master que vous avez fait restaurer vous-même ou que la MGM avait déjà restauré de son côté? Bonne question. En fait, c'est un master qui avait déjà été restauré par MGM. Mhm. Donc, on a regardé.
on a fait un travail avec le professionnel avec lequel on bosse. Il nous a dit, écoute, ils nous ont livré un beau master. On pourrait optimiser. Il y a des petites tâches, des petites piqûres qu'il y a liées en fait à l'histoire de la pellicule, je pense à l'époque. Mais là, je fais confiance. Je n'ai jamais été un technicien, je ne serai jamais un technicien. Ça, c'est un sujet pour évoquer. Je n'ai jamais. Je vous raconterai une anecdote après avec ça. Moi, au niveau de l'image, je suis assez conciliant, on va dire. Voilà. Par contre, je fais confiance aux professionnels. Donc, le professionnel, quand il me dit ça, il me dit tu pourrais effectivement faire un retravail de nettoyage des petites tâches, mais ça fait partie de l'esthétique du film, puisqu'il y a un peu le charme de l'époque, on va l'appeler comme ça. Puis ça peut coûter 2 000 à 3 000 balles de plus. Mais quand tu es à 1 000 balles une fois, 2 000 une fois, puis tu additionnes, c'est là que tu arrives à des enveloppes. Et c'est comme le boulanger, quand il fait son pain, il calcule le prix moyen, c'est la même chose. Donc, à un moment, on est obligé un petit peu de dire, voilà, on ne peut pas se permettre non plus de trop dépenser. Pour une plus-value, en plus, quand on discute avec le technicien qui va te dire, ça pourrait être un peu plus, mais je ne suis pas persuadé que tout le monde va crier au génie. Voilà. Ouais. Et l'anecdote sur l'image, pourquoi je vous dis ça, c'est quelque chose qui est pour moi important. Quand vous grandissez dans les années 80-90 avec des VHS dégueulasses de merde, et que vous êtes passionné par le western spaghetti, et que vous achetez aux États-Unis en import une VHS délavée, dégoulinante, à l'époque on payait ça 200 ou 400 francs, donc aujourd'hui on est quasiment à 150 ou 200 euros, j'ai envie de dire, avec l'inflation et tout, et qu'on était tellement heureux de voir ce film qui était introuvable, que je dis aujourd'hui, on va arrêter de pleurer les mecs. On a quand même la chance d'avoir une librairie, une espèce de librairie, enfin une bibliothèque d'Alexandrie virtuelle qui est fascinante, quoi. Voilà. Donc moi, je suis toujours, je suis toujours prudent par rapport à la technique. Le seul truc qui m'a outré et choqué, c'est le coffret Blu-ray que j'avais acheté il y a 2 ans de Jack Ryan. Vous aviez le 3e volet, j'oublie toujours avec Ben Affleck et Morgan Freeman. Je ne comprends pas comment ce film a pu passer. L'image est dégueulasse, elle est pixelisée. Même là, je me dis, mais attends, tu payes un master, je sais pas, le mec était bourré, il était épicé à la coupe pendant l'autoring, c'est pas possible parce que c'est invendable. Je sais même pas comment ils ont pu réussir à passer ça. C'est très rare que je m'offusque sur la qualité d'un Blu-ray, on va dire. Mais là, voilà, moi je suis plutôt conciliant par rapport à ça. Il faut dire que, alors, bien sûr, on peut s'attacher déjà à l'œuvre, etc. Mais c'est vrai que les moyens de diffusion ont beaucoup changé. Bien Quand on sûr. regarde nos VHS sur une télé pâle à l'époque, c'est pas la même chose qu'un téléviseur 4K aujourd'hui. Voilà. Avec des diagonales qui peuvent avoir tendance à être dans l'inflation. Et du coup, les défauts, etc., c'est vrai que ça va se voir un petit peu plus. Bien Et on va sûr. avoir un peu plus de mal quand même, c'est sûr. Bien sûr. Alors après, voilà, il y a quand même un minimum. Moi, je le vois sur Stanley, j'ai regardé. On est quand même sur un Master HD. D'ailleurs, si j'ai bien compris, là, c'est même une pellicule scannée en 4K avec les bords, c'est ce qu'on m'a expliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il serait sur un Master 2K, grosso modo, si j'ai bien compris. Après, voilà, c'est comme ça qu'on m'a expliqué. Moi, je fais confiance, une fois de plus, comme je le dis, sur les techniciens. Il y a une belle pellicule, il y a un petit grain d'époque qu'ils ont conservé, qui est volontaire, voilà. Après, c'est toujours un débat délicat. Moi, je vois le Terminator 2 de Cameron, qui est revu avec les couleurs. Je me suis acheté le Terminator, je me suis acheté comment il s'appelle ce film avec Jamie Lee Curtis. J'ai un trou de mémoire, je fatigue. True Lies. J'ai adoré True Lies, le master est parfait, mais en même temps, on se dit c'est bizarre, il y a quand même cette petite couleur bleu-verte là, un peu omniprésente, c'est un peu lourd au bout d'un moment. Mais après voilà, c'est le parti pris de Cameron. C'est comme ça. Je ne vais pas m'offusquer. Voilà, c'est pas. Par contre, j'ai trouvé un Blu-ray de True Lies argentin ou brésilien avec une très bonne copie d'époque. J'ai dit, je suis content, je garde les deux, ça me permet de comparer. Voilà, c'est tout. Après, alors on va parler des futurs titres de Bubble Pop, mais vous allez sortir El Magnifico. Quand vous voyez, quand vous avez ce souvenir de ce film, effectivement, en VHS, etc., et puis que vous découvrez l'image restaurée, etc., est-ce que quel sentiment quand même ça fait émerger? Est-ce que d'un seul coup, il y a l'impression de redécouvrir le film? Non, mais c'est exactement ça. On redécouvre un film. Je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu pour Laurence d'Arabie déjà. Laurence d'Arabie, c'est un des rares films. Bon, je suis pas objectif là-dessus.
Chaque fois que je revois Laurence d'Arabie, et encore, j'ai pas acheté le 4K encore, mais il faudra que je l'achète. Mais j'ai gardé le DVD anglais, le DVD américain, le DVD français. J'ai acheté le Blu-ray. Après, j'ai acheté le coffret là, magnifique, blanc là. Mais bon, je peux pas toujours tout acheter. Hein. Mais c'est un film en fonction du master. Chantons sous la pluie, le master 4K est extraordinaire. C'est magnifique, quoi. Ce que j'adore, Chantons sous la pluie. Hein. C'est un film culte pour moi. Voilà, donc il y a toujours une redécouverte. Voilà. Et le plus bel exemple que je pourrais citer, c'était L'homme qui voulut être roi de Huston. Je l'avais vu en VHS et je me disais, la première fois que je l'avais vu il y a 25 ans, je me disais, ah tiens, c'est un peu vieilli. Je le revois en DVD. Ah, je redécouvre le film. Quel plaisir avec les Alpes filmées comme ça, le Maroc, parce qu'on voit ces belles montagnes et tout, c'est exceptionnel. Et puis vous le revoyez en Blu-ray quand c'était Whiteside, je crois qu'il avait sorti. Le Master HD est sublime, quoi. Et puis pareil, je l'avais acheté en zone 1 également, ils avaient fait un petit livret collector magnifique et tout. C'est des films que vous redécouvrez à chaque fois. Et en 4K, là, je me suis équipé en 4K il y a un an maintenant. Voilà, quand j'achète les 4K, parfois je ne sens pas la différence, mais sur d'autres films. Donc c'est vrai que la technologie de ce côté-là, il y a ce plaisir de redécouvrir. Même à l'inverse, ça c'est Rania qui le dit, c'est même parfois gênant parce qu'on peut voir le grain de peau qui n'est pas toujours propre de l'acteur. Et on se dit, ah merde, ça désacralise un peu l'acteur. C'est la limite de cette évolution où on sait que à Hollywood, les maquilleurs ont dû complètement adapter leur technique, etc. Et qu'effectivement, certains films n'étaient pas faits pour être vus nécessairement avec cette qualité-là. Ah, on est d'accord, d'accord. Ouais, ouais. Même par exemple, sur des zones d'ombre, quand on travaille le master, on voit l'arrière-plan, on se dit, mais c'est un peu dégueulasse ce plan. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais oui, mais c'était pas prévu à l'époque. On jouait sur une ambiance, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Les effets spéciaux, n'en parlons pas. Certains, on pouvait passer à côté d'un détail, et là, c'est vrai que ça ne pardonne pas. Exactement. Alors donc, alors tu as évoqué Recherche Suzanne désespérément comme étant dans les prochains titres de Bubble Pop. Ouais. Le communiqué de presse fait aussi état de Requiem for a Dream, Voilà. donc de El Magnifico et de In Bed with Madonna. Requiem for a Dream, ce sera même un 4K. Alors, Requiem for a Dream sera un 4K, effectivement. Donc, alors, le projet, c'est tout simple. Dans la famille, il y a quand même quelques passionnés de cinéma. Donc, j'ai un cousin, Yves Chevalier, qui, à l'époque, avait sorti, il y a 20 ans, Requiem for a Dream, en salle, quand le film était sorti. Et Yves me dit, bah, écoute, tu sais quoi, je ne sais pas ce qui se passe avec ce film, et on ne le voit plus, il n'est plus disponible, on ne connaît plus le distributeur français, renseigne-toi. Et si j'ai bien, moi, quelque chose qui me définit, c'est quand on me demande d'aller chercher, je vais tout faire pour essayer de trouver l'information et trouver le contact. Donc on a un peu galéré, mais on a réussi à trouver aux États-Unis le contact chez Lionsgate, qui nous ramène toujours vers l'Angleterre, puisque c'est toujours l'Angleterre qui gère pour les États-Unis. Et donc on a négocié avec Lionsgate pour racheter donc le film et le distribuer en France, puisque ça fait 20 ans. Et le Master 4K existe. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore parlé, mais voilà, on est en train de finaliser. On refera une sortie en avril prochain de Requiem en 4K, avec une ressortie salle au National du film, une rétrospective à la Cinémathèque et la venue de Darren Aronofsky du 2 au 6 avril. Voilà. Beau programme. Bah, on se bouge le cul pour le faire. C'est dur, mais bon, voilà. Et on aimerait ressortir la BO de Clint Mansell. Voilà. Ah oui. Voilà, parce que comme on est toujours sur du collector, il y aura un bouquin, il y aura le film et il y aura la BO si on arrive à la voir. D'accord. Alors, qu'est-ce qui, enfin, ça a déjà été évoqué là depuis le début, qu'est-ce qui amène vers tel ou tel titre? Donc là, il va y avoir 2 titres autour de Madonna, donc il y a ce Recherche Suzanne désespérément et puis In Bed with Madonna, ce docu-concert, Requiem for a Dream, El Magnifico. Est-ce que c'est de la passion uniquement? Est-ce que ce sont des opportunités? Comment ça vient? Comment ça vient? Alors déjà pour répondre pour Madonna, ça je peux déjà donner l'exemple. Ma femme est fan de Madonna, ça va pas plus loin. Voilà, c'est une passion personnelle, voilà, mais qui est une belle passion. Alors, moi je n'aimais pas Madonna, je déteste parce que comme on a 10 ans de différence, on n'a pas le même vécu. Donc moi j'ai connu les années casse-couilles de Madonna, avec Sean Penn qui l'attache à son radiateur, machin.
Ouais, ça m'a saoulé, ça. Ouais, moi, j'étais fan de rock. Je dis, ouais, c'est bon, moi, je veux de la musique, je veux pas du show business, enfin, du people business, voilà, tu vois. Mais Madonna a introduit ça, cette notion, elle a révolutionné. Il faut lui laisser ce mérite, hein, et on lui doit tout, hein, sur le côté pop. Donc, Rania m'a fait redécouvrir. Et en redécouvrant Recherche avec les expériments, je me suis rendu compte que, bah, déjà, il y a un phénomène Madonna dans les années 80 qui est fascinant, musicalement parlant. Et puis ensuite, comme le disait Susan Sandman, on est sociologiquement sur une période hyper intéressante, encore plus aujourd'hui, où on voit qu'en fait, un marginal peut se retrouver dans une production. Que finalement, on peut créer des produits hybrides. Recherche Suzanne, c'est un film hybride où on a des acteurs d'Hollywood, on a des acteurs de la scène locale, on a des acteurs de Broadway, on a des musicos, cocaïnomanes au dernier degré, mais ils jouent tous ensemble, ça se passe bien, et puis ça fait un tableau d'un univers qui a aujourd'hui disparu. Mhm. Où en fait, quand on habitait Manhattan, tout le monde pouvait habiter Manhattan. Mhm. Et c'est fini aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà. Donc voilà, ça c'est très enrichissant, voilà, de voir ça. Donc Madonna, c'est cette passion de Rania, pour revenir à ta question première. La deuxième, tu l'as dit, c'est les opportunités aussi. Mhm. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir? Bah, ça dépend du catalogue, ça dépend des possibilités, des disponibilités. On va jouer aussi, ça c'est important en tant qu'éditeur, parce qu'on l'entend sur l'acheteur final, bah, la rareté. Sterling Green Mhm. n'est jamais sorti en Blu-ray, Recherche Suzanne n'est jamais sorti en Blu-ray, en HD, donc on se dit, ben voilà, là, il y a un potentiel aussi. Les gens nous disent, c'est bon, on prend par exemple Laurence d'Arabie, même si je l'aime, c'est bon, il est sorti à toutes les galettes, à toutes les versions. Je peux comprendre que les gens se disent, bah, c'est bon, on a envie d'avoir peut-être des films qu'on a moins l'habitude de voir, donc on va jouer là-dessus. Et puis, c'est compliqué, mais on a une ligne éditoriale qui est pop culture 70, fin 70, 80, 90, début 2000. Mhm. Game for a Dream, c'est une opportunité, mais c'est quand même aussi un film emblématique d'une culture pop. On est en plein dedans. Voilà. Donc, voilà, on a eu cette chance, on l'a fait. El Magnifico, on le sort. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a un cinquième qui va sortir l'année prochaine. Je t'en reparle juste après. On le sort, là, c'est un plaisir perso. Alors, il y a aussi une petite histoire. On a commencé par la petite histoire. Je ne sais pas si tu le sais, tu es parisien, hein. Non. Ah, désolé. Bon, bah alors à Paris, ils ont ouvert il y a 2 ans un glacier, une gelateria qui s'appelle Mhm. Girotti, boulevard Raspail. Et en fait, c'est le grand-père de Terence Hill qui était glacier en Ombrie. Et il a trouvé un associé français qui a ouvert donc à Paris un glacier italien. Donc moi, fan de, ouais, je dis, ah, bah, faut que j'aille goûter les glaces de Terence Hill, hein, parce que le nom de Terence Hill, c'est Mario Girotti, hein, le nom italien. Donc je vais goûter ma glace, et puis bah, la chance fait que je suis devenu ami avec le patron de ce glacier, qui est un avocat, hein, c'est pas son premier métier, hein, de faire des glaces. Et donc, je suis resté en contact. C'était, en l'occurrence, là-dedans, tu as une fresque de Mon nom et personne dans tout le mur du fond. Tu as des bibelots, des t-shirts Terence Hill Spencer, en veux-tu, en voilà. Donc, quand tu es gamin, c'est une caverne d'Alibaba. Tu es hyper heureux, tu retrouves ton enfance, tu vois. Donc, je bossais là-dessus. Enfin, je vais rencontrer Henri, l'avocat, on discute. Puis il me dit, bah, tu sais, quand tu ressors des films, ça peut être sympa. Et coup de bol, dans le catalogue MGM, je suis tombé sur El Magnifico et je me suis dit, ah, tiens, El Magnifico, c'est pas le meilleur des Terence Hill, mais c'est un film qu'il aime, tout d'abord. C'est Mhm. un Colizzi, donc, c'est un Klucher, pardon, c'est un OB Klucher. Et puis, il y a à côté, dans le western spaghetti, tu as ce côté pop culture, quoi qu'on en pense. Donc, on retrouve ce cinéma populaire, on retrouve ce côté friendly, on va dire. Donc, on a dit, tiens, on va l'exploiter et je vais me faire plaisir également. Et puis, il y a aussi l'opportunité, c'est que c'est un film qui est jamais sorti en HD. C'est un Mhm. film qui aujourd'hui est introuvable. Donc, on joue aussi là-dessus. On va Ouais. essayer de trouver des films qui pourraient intéresser. Et puis, un autre point que je vais évoquer qui est très important, il y a ce côté aussi girly. Euh, Rania est la patronne, c'est elle qui gère la boîte. Donc on a aussi cette volonté d'avancer sur cet angle féminin. Tu Mhm. pourras le voir dans Sternry, et c'était une volonté de notre part. C'est une petite interview que je trouve assez sympa. Johanna Cassidy, tout le monde se souvient d'elle dans Blade Runner, bien évidemment, cette espèce d'androïde super puissant. Et donc on a joué sur ce côté femelle alpha.
qui est un peu, ben voilà, aujourd'hui, on voit des films d'action avec des femmes, ce qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, et on trouve ça intéressant. Les femmes trouvent enfin leur audience, peuvent enfin voir d'autres choses que des films pour femmes, girly, voilà. Donc, on a envie de glisser aussi parce que bah, c'est Rania la patronne, c'est elle qui gère, qui se fait plaisir. Donc, on veut jouer aussi là-dessus. Et ça se traduit comment? Ben, ça se traduit par les 2 films sur Madonna qu'on va sortir. Et en 2026, on sortira 2 films avec Jodie Foster, D'accord. avec pas mal honneur. Voilà. Bon, je peux te dire, hein, on va sortir Foxes de Adrian Lyne, qui est Mhm. sorti en DVD mais qui n'est pas sorti encore en HD, une fois de plus. Et l'autre, c'est le deuxième film réalisé par Jodie Foster, qui est Home for the Holiday. Mhm. Voilà. Pourquoi? Ben parce que tu as aussi dedans Robert Downey, tu as un beau casting. Hein, donc, on se dit, tiens, il y a. Et puis, on va rendre hommage, puisque là, c'est la femme réalisatrice qui parle et non pas Ouais. la femme actrice. Mhm. Voilà. Tu vois. Et dernier point dans le culture pop, je ne l'ai pas mis dedans parce que voilà, parfois on est un peu, on est encore en train de structurer, tout en avance, mais on sortira City Slickers l'année prochaine. Ah oui. La vie d'amour les vaches, qui n'est pas ressorti depuis 20 ans. Alors là, c'est mon grand plaisir parce que là, on est dans une pop culture à 100%. J'adore Jack Palance et Jack Palance a gagné l'Oscar du second rôle sur ce film-là. Donc on s'est dit, tiens, voilà un film qui est un peu oublié, qui mériterait d'être mis à l'honneur. Donc on sortira Absolument. l'année prochaine. Ouais. Non, mais je suis content, ça fait plaisir parce que tu sais, nous, on achète ce film, on sent le potentiel, puis parfois on se pose la question, est-ce qu'on a eu raison ou pas? C'est pas évident. Alors j'ai revu la bande-annonce l'autre jour, je suis putain, mais il est quand même drôle ce film, franchement. Ouais. C'est vraiment très con, mais j'adore. Voilà. Et est-ce qu'il y a des titres rêvés comme ça, des fantasmes d'éditeurs déjà? Alors, c'est délicat. Oui, il y a des. Alors, j'ai pas de titre rêvé comme ça. Il peut y avoir des fantasmes, Mhm. mais c'est très délicat. Toi, je vais te raconter un truc qui est malheureux. Enfin, malheureux, façon de parler. J'adore Kirk Douglas. Mhm. Ancienne génération, vieil acteur. Et il y a un film qui est sorti en DVD Zone 1, qui est jamais sorti en DVD Zone 2, et qui existe en catalogue, qui s'appelle Ville sans pitié, Town Without Pity. Film américain, produit par Kirk Douglas, en noir et blanc, avec un réalisateur allemand, dont la musique est le fameux tube Town Without Pity, puisque ça a été un tube rock'n'roll à l'époque. Là. Et il n'est jamais sorti. Et tu te dis, ah, ce film-là, ça mériterait de sortir ce film-là, il n'est jamais sorti, même pas en DVD en France. Puis en fait, quand on parle, même avec Jean-Pierre, je lui dis, ben, fais-le. On te dit, film noir et blanc, film des années 60, ça va pas marcher. Et je trouve ça malheureux parce que je me dis, c'est un film qui mériterait, c'est pas un chef-d'œuvre, mais Mhm. il y a quelque chose. C'est un film qui mériterait d'être sorti. Mais moi, aujourd'hui, je suis un jeune éditeur. Ma vocation, c'est pas d'aller sauver tout le patrimoine mondial et dire faut les éditer pour les éditer. Tu vois, j'ai pas les moyens. Donc, j'aurais aimé le faire, mais je le ferai pas parce que c'est un risque trop, trop dangereux. Autre film, hein, j'adore Gary Cooper. Je suis un fan absolu de Gary Cooper. Ben, il y a un film qui s'appelle Au-delà du paradis, qui est un très, très beau petit film qui raconte l'histoire d'un mec qui débarque sur une île, qui a une fille avec une indigène et il tombe amoureux. Puis bon, voilà. C'est un petit film très léger, très agréable. Oh, ça me reviendra, c'est pas grave. Et pareil, il est dans le catalogue, je pourrais l'éditer, mais bon, c'est un petit film, c'est du Gary Cooper, c'est un film des années 50, c'est pas ma ligne éditoriale, mais personne ne le ressort, tu vois, et je me dis pourquoi voilà. Et moi, je pense qu'il y a parfois des films qu'il faudrait avoir le courage de le faire, mais malheureusement, je peux pas. Donc voilà. Après, oui, il y a des films, allez, si j'étais fou, je te parlais de Western Spaghetti, pour moi, ressortir à Léon, j'aimerais ressortir à Léon. Mhm. Mais c'est important. Là, je te parle de mon ADN personnel. Mhm. Moi, je fais partie de ces enfants qui ont grandi. Le rapport son et image est hyper important pour moi. Mhm. Là, je donne la parole à Léon. Léon a dit, la musique, c'est un de mes personnages. Et il a raison. La musique de Morricone fait partie de son scénario et c'est un personnage de ses films. Donc, pour moi, Léon, c'est. Je regarde pas tout le temps, tu vois, mais il participe à ma construction. Et la manière de percevoir un film, je l'ai perçu grâce à un tandem Léon-Morricone. Tu peux pas dissocier pour moi. Hein. Et même pareil, je prends Morricone, j'adore sa musique. Et c'est un personnage à part. Il y a des films dont il a fait la musique qui ne m'intéressent pas du tout, tu vois. Voilà. Donc il y a ça participe à ma reconstruction. La musique est importante, le rapport son-image est hyper important. Un Melville, pourquoi j'aime Melville? Parce que tu retrouves cette alchimie entre l'image et le son, l'image et la musique. Ça participe à ça. Donc sortir à Léon, pour moi, ce serait un hommage, on va dire, Mhm. qui a permis de ce que je suis devenu, tu vois, à mon humble échelle, hein, je précise.
Voilà, après, voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire comme réalisateur sortir un Peckinpah, je serais heureux de sortir un Peckinpah. J'adore Peckinpah, toi. J'ai été façonné par Peckinpah quand j'étais gosse. Voilà, plus récemment, qu'est-ce que je pourrais te dire oh, je sais pas. Allez, Chantons sous la pluie, c'est pour moi, c'est un film, mais bon, c'est Warner. Ah si, alors ça, c'est un de mes grands regrets. J'aimerais tellement exploiter le catalogue Warner, parce que pour moi, Mm. Warner, c'est le plus beau des catalogues. Voilà. Oui, et notamment, il y a cette collection qui fait hurler les collectionneurs français, notamment, qui sont la Warner Archive, Ouais, qui sortent en Blu-ray aux États-Unis et qui ne exact. sont absolument pas exploités en France. Eh ben, Et notamment les Tex Avery sont ressortis en Blu-ray ah oui, exact. dans cette collection-là, et ça n'est Mais pas du tout exploité en France. tu les trouves qu'en DVD en France. Oui, exactement. Ouais, parce que Blu-ray. je dis pourquoi, parce qu'en tant qu'acheteur, je les ai vus, ils étaient tous les Tex Avery à 20 balles en DVD. Je me dis, waouh, Mhm. à ce prix-là. Mais bon, le problème, c'est que c'est du DVD et qu'aujourd'hui, bah, quand on est habitué à du 4K ou de la HD, bah, t'as plus envie d'acheter du DVD. Enfin, pour moi, je sais qu'il y a encore des gens qui achètent le DVD, Mhm. mais là-dessus, tu vois, je suis pas si ringard que ça. Je suis sensible à l'évolution de l'image, tu vois. Donc là, je me fais plaisir. Toi, écoute, j'avais jamais vu, honte à moi. J'ai regardé le film Denzel Washington, No Training Day. J'avais jamais Mhm. vu ce film. Parce que Fuka, je suis toujours mitigé, toi, sur Fuka. Voilà. Mais Training Day, j'ai vu, je sais, ça marche. Et en Mhm. 4K, je l'ai acheté à la Fnac à 15 balles. Tu vois, j'ai dit, oh putain, en 4K, waouh, j'ai fait l'affaire du siècle, tu vois, parce que j'ai un super master, le film est beau. Voilà. Alors, bon, en fait, ce qui est beau dans Training Day, c'est cette descente aux enfers. Tu vois. Il a su parfaitement le transcrire. C'est impressionnant. Pendant tout le film, tu respires pas, quoi. C'est Mhm. impressionnant, quoi. J'avais jamais vu. De temps en temps, tu te prends des petites claques comme ça, des films, et pourtant, je reculais parce que Fuka, je suis pas un fan, tu vois. Mais là, j'étais content. Après, je suis un fan de Washington, donc je suis pas objectif. Voilà, voilà. Et alors, est-ce que Bubblecom va encore avoir du temps pour Rimini, du coup? Ah ben, bonne question. Nous, on aura toujours du temps pour Jean-Pierre, parce Mhm. que ça, c'est quelque chose je ne dis pas assez, on va le redire. Jean-Pierre est un type exceptionnel, un type extraordinaire, qui nous a aidés, qui nous accompagne au jour le jour parce que sans Jean-Pierre, Bubble Pop n'existerait pas. Je tiens à le rappeler. Alors, il y a nous, il y a notre ADN, il y a notre motivation, il y a notre savoir-faire, mais il y a quand même cet engagement de Jean-Pierre de nous dire, bah, tiens, voilà, si je peux vous aider, je peux vous donner des conseils, je serai là. Mhm. Donc, Jean-Pierre, il y aura toujours une reconnaissance de notre part vis-à-vis de Jean-Pierre. Et puis, bah, si Jean-Pierre nous le demande, on le fera. Cette année, on a bossé sur Qu'as-tu fait à la gare, papa? Mhm. Chef-d'œuvre, moi j'adore ce film. On a travaillé sur 1984. Mhm. On a travaillé sur ah, je crois que c'est cette année, je sais même plus, tu vois, le film avec Jack Palance de Robert Aldrich, Le Grand Couteau, c'est ça, je crois. Oui, c'était cette Voilà, année. on a bossé dessus, voilà. Mais voilà, on a fait 4 titres cette année avec Jean-Pierre et on continuera à bosser pour Jean-Pierre s'il nous le demande avec grand plaisir. Voilà. Mhm. Très Après, bien. voilà, est-ce qu'il aura envie ça sera à lui de voir, hein, comme il le sent. En tout cas, il nous accompagne sur les deux, là, et on est tout content de bosser sur Recherche Suzanne et Steering Grey avec Jean-Pierre. Ben, on a hâte de découvrir tout ça, en tout cas, Bah, j'espère bien. et puis d'en parler, de les mettre en avant. Euh, Merci beaucoup, Stéphane, pour Bah, tout ça. merci à toi. Et Merci. puis, bah, longue vie à Bubble Pop. Bah, on va tout faire pour que ça dure. Et Voilà. puis, bah, au plaisir de se reparler au gré des nouvelles éditions. On sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Voilà. Super. Merci Mer- à toi. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Au Bonne revoir. journée. Ciao. Merci.